Écoutez, rebonjour à ceux qui étaient là pendant la première session qui était sur l'intelligence artificielle et l'éthique. Et, bienvenue à ceux qui viennent nous rejoindre. Donc voilà, je suis l'un des responsables de Naonedia. Naonedia, c'est une association un petit peu atypique au sein de l'écosystème d'intelligence artificielle, puisque la plupart des associations sont souvent des associations de professionnels qui sont là pour augmenter le dynamisme du territoire et puis informer les gens sur la technologie. Nous avons une approche un petit peu différente où on est vraiment un collectif de citoyens qui peut être assez hétérogène. Il y a des gens qui ont des profils extrêmement techniques, d'autres qui sont justement de simples citoyens qui sont intéressés par l'intelligence artificielle. Et il y a plusieurs missions pour ce collectif, parce que vraiment la dimension collective est extrêmement importante pour Naonedia. Et donc on va faire une présentation de cette association avec mes camarades Mathias et Clément qui sont à côté de moi. Alors qui est Naonedia? Naonedia, c'est vraiment un collectif qui a été lancé en 2017 et qui avait pour première intention en fait de développer une charte éthique dont on parlait un tout petit peu plus loin. Vis-à-vis de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui était très à la mode, qui l'est toujours un petit peu en ce moment, dont on parle beaucoup, de par les implications au niveau éthique et personnel de la plupart des citoyens. Nous vivons dans un monde qui sont entourés d'algorithmes, dont certains qui sont des algorithmes d'intelligence artificielle ou de machine learning. Et donc la première idée, c'était donc de développer une charte éthique. On avait plusieurs missions. C'était de promouvoir une IA qui soit éthique et populaire. Éthique, c'est-à-dire qui respecte un certain nombre de valeurs en fait qui nous sont chères, et populaire aussi parce que c'est pas une association qui est, comme je vous disais, où il y a des gens qui sont techniques mais d'autres qui le sont absolument pas et qui sont intéressés par le sujet. Donc une autre de nos grandes missions aussi, c'est vraiment la sensibilisation. Mais on s'est dit que sensibiliser et informer les gens et organiser des débats autour de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'important. Mais une autre chose qui est importante aussi pour une association, c'est de réaliser des projets qui soient un peu concrets. Et donc on a établi un certain nombre d'expérimentations qui ont été organisées pendant ces dernières années. Et puis notre dernière mission, c'est servir de tiers-lieu, c'est servir de lieu de rencontre pour les gens qui sont intéressés par cette technologie. Alors c'est malheureusement la mission qu'on a le moins bien effectuée ces derniers temps avec la crise du Covid. Mais on espère bien qu'en 2022, qu'on va pouvoir rouvrir les fûts de bière et pouvoir accueillir des gens qui sont intéressés par ces sujets-là et de pouvoir et qui veulent contribuer. Donc je vais donner la parole à Clément ensuite pour la suite de la présentation. Merci Lionel. Juste quelques chiffres et après on passera au projet. Si on regarde l'écosystème de l'IA à Nantes, et j'en oublie surtout certains, mais ceux qui ont été référencés par Naonedia, mais là aujourd'hui on est en contact avec plus de 8 écoles et instituts de formation, plus d'une quarantaine de grandes entreprises, ceux du territoire, une vingtaine d'entreprises du numérique, donc les ESN, des associations, des collectifs et une trentaine de start-up, de spécialistes, de freelance de l'IA. Donc tout ça, et encore une fois, ça n'a pas vocation à être exhaustif, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur des personnes, ce qu'on appelle les faiseurs d'IA, donc ceux qui dans leur quotidien, travaillent sur des modèles, fabriquent des modèles, mettent en place des applications d'intelligence artificielle, quelles qu'elles soient, et qui se sont portés volontaires pour adhérer à ce mouvement. On n'oublie pas bien sûr Nantes Métropole qui a été à l'origine qui a contribué grandement à l'essor de l'association et qui en est un des piliers, donc qui contribue au développement de l'association.
Voilà, vous avez le bureau, on est organisé en association de façon assez classique, loi 1901, donc avec un bureau qui et une gouvernance qui permet de gérer l'association au quotidien. Pour en revenir, on va passer rapidement sur la chronologie, mais voilà, on est né en 2018 sous la forme d'un collectif, on est passé en 2020 sous la forme d'une association, et 2021 a été le lancement de la feuille de route de travail qu'on s'était donnée. Lionel en a déjà un peu parlé. Voilà, premier socle de l'association, la charte éthique. On en a un peu parlé ce matin. Lionel, tu veux reprendre? Non. C'est 8 piliers qui ont été créés, qui ont été 8 bases qui posent un peu les fondements de ce qu'on appelle une IA solidaire, responsable, éthique, et qui est déclinée. Donc c'est un peu la philosophie, notre ADN premier, hein, c'est là-dessus qu'on construit tous les projets, toutes les actions, et qui permet de donner un cadre dans l'utilisation des modèles d'IA. Donc vous voyez, il y a 8 principes. Le premier, c'est le principe de la transparence, qui va évidemment dans tous les enjeux de charte de la donnée et de RGPD et de tous ces enjeux autour du traitement, de l'analyse, du stockage de données, qui est, comme vous le savez tous et toutes, un point clé dans l'intelligence artificielle. Le décloisonnement, hein, entre les différents modèles, algorithmes, pour ne pas avoir on va dire que les frontières soient bien gardées. La responsabilité, pour s'assurer que les usages de l'intelligence artificielle sont usés de façon responsable, sans dérive, sans mauvaise utilisation. L'éthique, il y a eu une conférence ce matin là-dessus, hein, dans la façon dont on va utiliser, dans le déploiement et dans l'usage final des modèles. Bien sûr, le respect de la vie privée, la gouvernance, je vais passer rapidement parce que je vois le temps qui file. La culture scientifique et technique et la coopération humain-machine sont autant de valeurs, voilà, qu'on place dans cette charte. Je vous invite à aller sur le site naonedia.fr pour retrouver en détail toute cette charte. Ce qu'on voulait faire aussi ce matin, vu qu'on a quelques minutes, c'était vous donner quelques exemples de projets qui ont été lancés dans le cadre du collectif Naonedia, qui vous donnent des ordres d'idées de ce qu'on appelle, nous, des projets à vocation citoyenne, qui sont mettre en place des modèles avec un résultat qui va servir la cause citoyenne, et de façon responsable et en bon accord avec la charte. Premier projet ou expérimentation qui a été faite et qui a été coordonnée par Naonedia, ça se passe dans les cantines scolaires, où Nantes Métropole a proposé un sujet passionnant qui était d'aider les cantines dans la gestion du surplus alimentaire. Je ne parle pas de gaspillage parce que tous les repas qui ne sont pas consommés dans les cantines chaque jour sont revalorisés par différents biais. Donc je vais parler de surplus. Mais l'idée était d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle pour mieux comprendre et appréhender l'affluence dans les différentes cantines scolaires et aider la cuisine centrale, du coup, qui gère tous les repas de toutes les cantines de la métropole, à mieux penser le nombre de repas et le nombre de convives. Donc c'était un exercice passionnant puisque en fait, mathématiquement, il s'agissait de faire de la prédiction d'affluence dans les cantines 10 semaines en avance. Pourquoi 10 semaines? Parce que 10 semaines, c'est le temps que met la cuisine pour penser, commander toutes les matières premières qu'on va faire dans les repas. Et donc ça a abouti à une expérimentation sur l'année 2019, sur une année passée, avec un modèle de prévision d'affluence et du nombre de convives qui ont pour but justement de mieux comprendre les schémas d'affluence, pourquoi les enfants vont plus ou moins tel jour ou font défaut telle ou telle semaine, pour pouvoir mieux penser la conception des repas en avance. Et l'idée derrière, évidemment, c'est effectivement mieux ajuster la préparation des repas au nombre réel de convives et éviter du surplus. Voilà un premier exemple. Deuxième exemple, et
enfin voilà, je vous donne juste des exemples de résultats, mais effectivement, il y a eu des résultats qui ont été très positifs dans l'expérimentation, avec une suite qui sera donnée dans les mois à venir. Et je passe la parole à Mathias sur le surendettement. Mathias, qui est le secrétaire de Naonedia. Ouais, bonjour à tous. Donc je travaille effectivement, je suis membre du bureau Naonedia, et dans le civil, je travaille chez Informatique Banque Populaire, qui est l'éditeur du système d'information des banques populaires, donc une boîte IT. Et quand on s'est lancé dans l'aventure Naonedia, on s'est dit, bah, nous, en tant qu'opérateur IT dans la banque, ce qui est un sujet qu'on pourrait adresser plutôt qu'un autre. Et on est venu avec la question du surendettement ou du malendettement, parce que c'est quelque chose qui, en fait, peut tous, à un moment donné, nous concerner. Le fait d'avoir des dettes, d'avoir des crédits, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais quand il y en a trop, qu'on n'est plus en capacité de les rembourser, bah, derrière, il peut y avoir des conséquences humaines très lourdes. Et on s'est dit, parce qu'il y a un moyen d'éviter ça et finalement d'intervenir dans l'accompagnement avant qu'il soit trop tard. Donc on a commencé à travailler avec nos cousins, nos amis de la Banque Populaire Grand Ouest, qui eux ont une action déjà aux côtés des publics en situation de fragilité financière pour les accompagner, pour les aider à s'en sortir. Et on s'est dit, bah tiens voilà, nous on est une boîte IT, on sait faire de l'IT, on va lancer un travail. Et on s'est très rapidement rendu compte que si on repartait dans nos sujets data, dans nos sujets IA, avec notre fonctionnement habituel, on allait reproduire des mécanismes qui existent déjà et on n'allait pas avoir de valeur ajoutée. Et c'est peut-être un des premiers enseignements qu'on a tirés de tout ça, c'est que les projets IA, ce sont avant tout des projets humains qui nécessitent une connaissance du sujet et qui nécessitent peut-être une nouvelle connaissance du sujet. C'est-à-dire que si vous comptez faire de l'intelligence artificielle en prenant vos approches et vos méthodes actuelles, on peut d'ores et déjà vous dire que ça ne marchera pas. Par contre, si vous êtes prêt à revoir vos préconçus, à remettre en cause ce que vous pensez ou ce que vous imaginez pouvoir être la réalité, c'est là où vous allez avoir des résultats intéressants. Et donc finalement, au lieu de lancer un projet informatique tel qu'on se l'imaginait, on avait débloqué du budget, on avait mobilisé des data scientists, des data stewards pour explorer nos jeux de données. Et bien en fait, on est retourné à la base du sujet et on a lancé un partenariat avec l'Université de Nantes par l'entremise de la Fondation de l'Université de Nantes, donc via une action de mécénat. On a fait bosser des chercheurs en psychologie et en sociologie pour revenir aux fondamentaux du surendettement et comprendre le phénomène. Et finalement, on se disait que en comprenant les déterminants, que ce soit des déterminants, on va dire, sociologiques, voilà, les familles monoparentales, des régions d'habitation, des revenus, des niveaux d'études, mais aussi des déterminants comportementaux. Qu'est-ce que je fais quand je suis à découvert, quand voilà, la fin de mois est difficile? Est-ce que je vais avoir tendance plutôt à faire front et à dépenser moins? Est-ce qu'au contraire, je vais aller faire l'autruche et me planquer pour ne pas recevoir les courriers de relance de ma banque? Voilà, il y a différentes attitudes et différents positionnements qui pouvaient témoigner de la progression d'un individu sur le chemin du surendettement. Et donc voilà, on a lancé il y a 2 ans maintenant un travail d'étude avec ces deux disciplines dont on attend très prochainement la remise du rapport. Et une deuxième conclusion à tirer, c'est qu'en fait ça prend du temps aussi. Pareil, l'intelligence artificielle, c'est pas une baguette magique qui va résoudre votre problématique à coup d'algorithme, ça se saurait. C'est au contraire quelque chose qui prend du temps et si vous le voulez, on veut le faire correctement, ça nécessite encore une fois parfois de revenir un petit peu sur la connaissance et les approches du sujet qu'on peut avoir. Et enfin, il faut aussi savoir, et c'est peut-être aussi un des autres enseignements, sortir un petit peu des sentiers battus. C'est pour ça qu'on a souhaité aussi bosser avec EDF, puisque EDF, eux, ont un service dédié à l'accompagnement des personnes qui sont cette fois-ci en précarité énergétique, donc des gens qui ont des très grosses factures de chauffage, par exemple, ou qui ont des impayés tout simplement, parce qu'on s'est rendu compte aussi que quand les gens ont des dettes, ils n'ont pas la même approche en fonction de savoir si c'est une dette de téléphone, une dette bancaire ou une dette d'EDF, par exemple. Voilà. Et donc, il peut y avoir aussi différents signaux qu'il va y avoir chez EDF qu'on ne va pas avoir côté banque et inversement,
qui nous permettent d'avoir une approche globale. Donc le sujet, il est extrêmement large. On est très loin de l'avoir totalement bouclé. Comme je vous disais, on est en la phase de recherche. On a commencé à explorer nos jeux de données. Et là, on est aussi, c'est un des écueils qu'on a rencontrés, à se dire, ben voilà, on a telle donnée, on sait que tel critère est déterminant. Voilà, on sait par exemple que des gens qui sont intérimaires ont potentiellement plus de chances de tomber en situation de surendettement. On le sait parce que c'est l'étude de Socio qui nous l'a démontré. Est-ce que nous, banque, on peut savoir que quelqu'un est intérimaire ? Alors a priori, s'il y a des virements Manpower ou Synergie qui tombent sur le compte de la personne, on peut se dire que cette personne travaille en intérim. Est-ce qu'on a le droit, j'ai envie de dire en termes de RGPD, en termes de secret bancaire, mais aussi en termes éthiques, d'aller chercher ce genre d'informations et éventuellement de le croiser avec d'autres informations qu'on pourrait avoir par ailleurs? C'est évidemment pas sûr. Donc on a un gros travail à mener là-dessus. Et c'est ça aussi qui est formateur, c'est que voilà, il y a ce qu'on veut faire et puis il y a aussi ce qu'on peut faire parfois. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans le cadre de Naonedia, je vais conclure là-dessus, c'est que du coup ça nous donne un cadre en fait ben voilà, éthique, un cadre aussi dans le fait que comme c'est un projet qu'on mène collectivement, le code qui en sortira sera open source. Donc on est aussi sur le fait que l'algorithme qu'on va utiliser sera transparent. Éventuellement, il pourra être repris, démonté, et pourquoi pas réutilisé par d'autres, parce que évidemment, voilà, nous on est groupe BPCE, on travaille avec la Banque Populaire. Si la BNP ou le Crédit Agricole veulent se saisir de ce mécanisme, bah, on en serait ravis. Parce que l'idée, c'est évidemment de rentrer dans le bien commun. Et s'agissant de lutter sur le surendettement, il n'y a pas de concurrence qui tienne. Et puis, c'est aussi une assurance que bah, ce n'est pas voilà, des mécanismes qui... on est dans des grosses organisations. On pourrait imaginer qu'à l'insu de notre plein gré, ce soit détourné pour faire du scoring crédit, par exemple. Bah, voilà, en mettant ce genre de travail de recherche sur la place publique, on fait aussi de la prévention là-dessus. Mais voilà, donc le projet, ça fait maintenant 3 ans qu'on l'a lancé. On l'a lancé au tout début de Naonedia. Vous voyez, là, on finit à peine la phase de recherche, donc à suivre. Naosynth, en fait, c'est une idée en fait, de pouvoir connecter l'intelligence artificielle et s'infuse dans énormément de domaines. Il y a un domaine qui m'intéresse personnellement beaucoup, c'est le domaine de la créativité. Et là, le domaine de la créativité musicale. Je ne sais pas si vous êtes au courant, par exemple, mais des grosses plateformes de streaming, par exemple, comme Spotify, ont des algorithmes pour essayer de détecter les morceaux qui vont avoir du succès. Donc voilà, pour avoir un morceau du succès dans tel ou tel genre, il faut avoir tel type de mélodie, avec tel type d'harmonie, etc. Et donc maintenant, il arrive avec des métiers où des gens vont composer des morceaux de musique pour faire plaisir aux algorithmes de Spotify et se retrouver en bonne position. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc nous, évidemment, on n'était pas l'idée, c'était pas de faire quelque chose pour faire plaisir à Spotify, mais de voir un petit peu les types d'exploration musicale qu'on pouvait faire avec du machine learning. Donc on a fait un petit prototype qui est disponible sur le web, où en fait il y a plusieurs membres de l'association qui sont allés faire des prises de son dans différents endroits à Nantes. Et à travers une petite interface web, en fait, on peut écouter des bruits qui ont été enregistrés sur le plan d'eau ou à côté de commerces, etc. Et à partir de ça, en fait, on a un algorithme en fait, de génération de mélodies qui joue avec un petit player audio et qui fait un mélange. Donc c'était une expérimentation artistique qu'on trouvait assez intéressant, qui montrait aussi que les champs de l'application du machine learning sont assez étendus. On parle beaucoup du machine learning dans des cadres business ou dans des cadres éthiques, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle apparaît aussi énormément dans le domaine de la créativité. Pour ceux qui suivent aussi un petit peu l'actualité de l'IA, par exemple, il y a l'algorithme de GTR3 qui produit du contenu. Où il y a eu des expérimentations qui ont été faites, ou par exemple sur des choses qui sont assez simples, simples entre guillemets, à écrire, comme par exemple le résumé d'un match de football. Un algorithme comme GTR3 pouvait produire des articles
où les gens en fait n'étaient pas du tout sûrs si c'était un humain ou si c'était une machine qui était capable de sortir cet article. Donc voilà, l'IA est là aussi pour générer du contenu. Ça offre des possibilités créatives hyper intéressantes. Ça génère aussi un certain danger potentiel. Et c'est vraiment ça qui est au cœur de Naonedia, c'est de pouvoir expliquer aux citoyens quelles sont les possibilités de cette technologie, tout ce qu'on peut faire avec, quelles sont éventuellement les dérives aussi. Et le fait d'expliquer que les citoyens, ils ont un vrai pouvoir à ce niveau-là, que vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez faire quelque chose en interrogeant des responsables, en participant à des projets. Voilà, quoi. Donc c'était vraiment un projet artistique assez intéressant. Donc avec vraiment une vraie dimension ludique. Donc l'idée c'était vraiment de mélanger des sons, de la prise de son qu'on avait fait dans la métropole nantaise avec la génération de mélodies. Maintenant, on va parler de la feuille de route 2021, qui a été un petit peu bousculée cette année vu la situation. 2021, donc on a fait une phase de reprise en début d'année avec, on a refait notre site internet, et on a fait un appel aussi à des contributions. Ensuite, on a étendu le projet de synthétiseur qui nous semblait intéressant. Et puis là, en fait, on a donc un projet d'acculturation qui nous semble aussi assez déterminant pour, si tu veux en dire 2 mots dessus. Ouais, un des grands sujets là qu'on s'est donné chez Naonedia, c'est de favoriser l'acculturation sur les sujets d'IA. Donc, on sait que ça soulève toujours beaucoup de questions sur les usages, sur la data, d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue de l'utilisation pour monsieur et madame tout le monde. Beaucoup d'initiatives sont menées dans les pays scandinaves pour former les plus jeunes dès le début à ce que c'est l'IA. Parce que ça va faire partie intégrante de leur vie. Comment ça fonctionne, quel type d'utilisation on peut en faire, quels sont les dangers, quels sont les risques. Et on a envie, nous, chez Naonedia, de s'investir dans ce projet-là. Donc, on va concentrer nos efforts là, dans le dernier trimestre sur des programmes d'acculturation citoyenne, donc pour les grands, mais aussi, pourquoi pas, pour les plus petits, dont l'idée sera de leur expliquer déjà tout bêtement ce que c'est que l'intelligence artificielle et à quoi ça peut servir et comment ça fonctionne et éventuellement comment ils vont en rencontrer ou comment ils en rencontrent déjà dans leur vie du quotidien. Voilà, donc ça c'est un projet qui devrait nous occuper ce dernier trimestre et sûrement un bon bout de 2022. Et là, je lance encore un appel. Et Naonedia, c'est une association qui est ouverte à toutes et à tous, que ce soit pour les entreprises, pour les particuliers. On vous invite, si vous avez envie de rejoindre l'aventure, à venir, à adhérer, à apporter votre pierre à l'édifice. En soumettant des projets, en soumettant des idées, en participant aux réunions. Voilà, on est ouvert à toutes les initiatives. Vous avez sur le site naonedia.fr, vous pouvez soumettre des idées, des projets. Si vous avez des besoins de formation, si vous avez besoin d'explications aussi, on a fait ça pour des petites entreprises, pour des moyennes entreprises. Voilà, donc n'hésitez pas à diffuser. Encore une fois, c'est à titre gracieux. On est tous bénévoles de cette association. Et c'est pour, encore une fois, promouvoir une IA citoyenne et promouvoir le savoir-faire nantais. Je vais m'arrêter là et si vous avez des questions, on serait ravis d'y répondre. C'était pour le synthétiseur en fait. Là on m'entend. En gros, vous avez récupéré des sons tout autour de Nantes et où est l'impact de l'IA? J'ai pas compris ce qu'il faisait exactement. En fait, il y a un algorithme qui va analyser le son en entrée. Et en fait, on fait de la génération de mélodies en fait, à partir de ce fichier son. Donc la prochaine étape, en fait, ça serait que de permettre aux utilisateurs d'importer leur propre fichier et à chaque fois de déclencher un algorithme en fait, qui générait une mélodie en fait, qu'on entend en fait par-dessus le fichier son D'accord, original. donc les enregistrements, c'est les sources audio et après, c'est lui qui va générer lui-même. Exactement, voilà. Donc c'est la génération de mélodies. Il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites là-dessus, en particulier par Google
Et donc notre idée, voilà, c'était d'explorer cette piste-là dans le cadre de ce projet. Vous avez un exemple ou Oui, il y a un petit exemple sur le web. Je pense qu'à partir du site internet, vous devriez pouvoir retrouver le lien. Sinon, vous m'envoyez un petit email à l'adresse contact. Ok. Merci. J'avais une petite question sur le projet de banque et surendettement. Vous avez parlé de votre collaboration avec l'Université de Nantes et des docteurs en psycho. Et vous parlez de comportements sociaux, de facteurs comportementaux et sociaux. Je me demandais quel type de données vous allez pouvoir concrètement utiliser, parce que je peux comprendre qu'on travaille sur le comportement et sur des logiques sociales et comportementales, mais je me demande sur une éventuelle mise en œuvre, sur quel type de données on peut travailler. Social, encore, je vois. Comportemental, je me pose la question. Alors, encore une fois, avec toutes les précautions nécessaires par rapport à la RGPD, l'éthique et la conformité, pour vous donner un exemple, un des comportements de quelqu'un qui est en fragilité financière, on va dire, ça va être de se connecter très, 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 très régulièrement sur son compte en banque à distance pour vérifier s'il a eu un virement ou s'il a été payé de son salaire. Donc voilà, quelqu'un qui aurait un taux de connexion à la banque à distance très largement supérieur à la moyenne, ou au contraire, quelqu'un qui, lorsqu'il est à découvert, fait l'autruche, c'est-à-dire ne consulte plus du tout ses comptes alors qu'il le consultait régulièrement, c'est un petit voyant qui, additionné à d'autres voyants avec des prorata, etc., des calculs, pourrait nous dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à regarder sur ce client-là. C'est un exemple comportemental. Il y en a d'autres, évidemment, sur les paiements qui vont être faits à quelqu'un qui va jouer au PMU ou sur des sites de paris en ligne. On peut imaginer, en fonction de la récurrence des paiements, qu'il peut y avoir une forme d'addiction derrière, etc., etc., etc. Je peux poser une autre question. Vous avez creusé la partie aussi du coup de open data autour des données sociaux, des mots par rapport à des lieux, sur les données INSEE par exemple? Alors, ce que nous dit l'équipe de recherche, c'est que globalement, la fragilité financière et le surendettement, contrairement à ce qu'on imagine, on les trouve plutôt à la campagne, en milieu rural, par exemple. Donc, évidemment, on peut aussi se baser sur les données de l'INSEE, avec les iris qui vont nous donner, pour un iris donné, un revenu moyen ou un taux d'activité, etc. Et donc, on va voir si la personne, par rapport à cette zone géographique, est-ce qu'elle est dans la moyenne, est-ce qu'elle est en dessous, au-dessus. Ça peut être aussi un indicateur. Ouais. Merci. Bonjour. Est-ce que vous savez s'il y a un projet ou des projets en cours chez Naonedia autour de la mobilité, l'optimisation de la mobilité à Nantes? Il y a beaucoup de projets de mobilité. Je sais qu'il y a des projets qui sont autour du vélo, par exemple. Je sais que Nantes Métropole, par exemple, travaille sur ce type de sujet. Typiquement, nous, on est à la recherche s'il y a des gens qui sont intéressés par tel ou tel sujet. Pour l'instant, il n'y a pas de sujet qui est prévu. Ça avait été un petit peu évoqué justement au stade du vélo. L'important, c'est de savoir est-ce que nous, on va apporter une vraie valeur ajoutée au projet ou pas. Donc ça dépend un petit peu du degré de maturité. Puis ce qui est important aussi dans les projets, c'est de rejoindre des communautés qui sont déjà existantes. Donc au niveau de la mobilité, je pense qu'il y en a déjà pas mal. Pour l'instant, il n'y a pas de projet prévu, mais on est complètement ouvert à toutes les suggestions. S'il y a des gens qui ont des idées de projets, qui ont déjà des contacts, etc. Tout pour travailler dessus. Peut-être le temps pour une dernière question, ou alors c'est bon? Non? Ok, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Et si jamais vous... N'hésitez pas à nous contacter. Merci.